Correction du devoir de contrôle numéro 1. Donc, on va commencer par la partie chimie. Donc, l'atome d'étain SN possède 120 nucléons. Donc, la charge de ce noyau est Q égale à 8, 10 puissance moins 18 courant. Donc, déterminer son numéro atomique Z. Donc, exercice numéro 1, petit 1. Donc, on a Z égale Q sur E, c'est-à-dire 8, 10 moins 18 sur 1,6, 10 moins 19. On trouve 50, c'est 50 protons. Ou bien 50 charges positives. Donc, deuxièmement, donc on déduire son nombre de neutrons. On a A égale N plus Z. Cela signifie que N égale à A moins Z égale 120 moins 50 égale 70 neutrons. Troisièmement, combien d'électrons possède cet atome? Justifié. Donc, troisièmement, alors, les données qui vont nous permettre de déterminer le nombre d'électrons. On a tout d'abord l'atome est électriquement neutre. D'autre part, on a la charge d'un électron est égale à l'opposé de la charge du proton. Donc, ces deux données nous permettent de conclure que le nombre d'électrons dans un atome est égal au nombre de protons. Donc, c'est-à-dire nombre d'électrons il sera égal à 50. Donc, quatrièmement, donc, calculer la masse approchée de cet atome. Donc, la masse approchée de cet atome donc la masse de l'étain donc, est égale à A fois la masse d'un nucléon. C'est-à-dire, ça sera 120 fois donc la masse d'un nucléon, c'est 1,67, 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, le calcul nous donne donc 200,4 10 à la puissance moins 27 kg. Kilogramme, le cas, il est minuscule. Donc, cinquièmement, calculer le nombre d'atomes d'étain dans un échantillon de masse M égale à 20 grammes. Le nombre d'atomes, ça sera la masse de l'échantillon sur la masse d'un atome, calculé précédemment. Donc, cinquièmement, nombre d'atomes de SN dans 20 grammes.
égale la masse de Sn, de l'échantillon, sur la masse de l'atome de... Ça sera 20 grammes, ça sera, donc on doit convertir soit le kilogramme en grammes, soit le gramme en kilogramme. Donc on peut faire, ça sera 20, 10, moins 3, sur 200,4, 10, moins 27. Donc on va trouver un nombre très grand, bien évidemment. 20, 10, moins 3, divisé 200,4, 10 à la puissance moins 27. Donc, 9,98, 10 à la puissance 22. Bon, à peu près. Donc, 10 fois 10 à la puissance 22, à peu près 10 à la puissance 23. Attends. 9,98, elle est acceptable. Hein? Donc, 9,98, 10 à la puissance 22. Donc, ça, c'était pour l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on vous donne les deux isotopes naturels du chlore. Donc, Cl 1735 et Cl 1737. Déterminer la composition atomique de chaque isotope. Donc, exercice numéro 2. Donc, les données, c'est quoi? On a les deux isotopes, on a le Cl 1735 et le Cl 1737. Donc, on vous demande premièrement de déterminer la composition atomique de chaque isotope. Donc, la composition atomique, il ne faut pas oublier le nombre d'électrons. Donc, pour le Cl 1735, il est composé de combien? De 17 protons. Par conséquent, 17 électrons et 35 moins 17, ça fait 18 neutrons. Maintenant, pour le Cl 1737, il aura la même composition en protons et électrons. Donc 17 protons, 17 électrons et 20 neutrons. Donc, deuxièmement, le chlore forme un ion en gagnant un électron. Donnez toutes les compositions possibles de cet ion. Deuxièmement, donc celui-là, donc toutes les compositions possibles, c'est-à-dire, donc cet isotope peut devenir en Cl-, donc on va ajouter donc, un électron, et cette composition va rester la même, ou celui-là va aussi donc, accepter un électron. Donc cette composition sera la même en ajoutant seulement un électron. Donc on aura donc Cl- 1735. Ça sera quoi? Donc la même composition du noyau, 17 protons, 18 neutrons, et il va gagner un électron, donc il aura donc 18 électrons. Donc pour celui-là aussi, c'est la même chose. Donc on aura Cl- 1737, la même composition du noyau, 17 protons, 20 neutrons et 18 électrons. C'est tout. Donc la masse molaire de l'élément chlore est 1 égale 35,5 grammes par mol. Déterminer le pourcentage XY des isotopes, donc les deux isotopes. Donc on va écrire la formule de la masse molaire. Donc, troisièmement, on a la masse molaire de l'élément chlore égale. Donc, je vous rappelle les deux isotopes. Donc, on a Cl 1735 et Cl 1737. Celui-ci, il a un pourcentage X%. Et celui-là, il a un pourcentage Y%. Tel que lorsque je somme les deux pourcentages, donc on a X% plus Y%,
ça sera égal à 100%. Donc, on va utiliser cette équation. Donc, tout d'abord, cette masse molaire égale à combien? Égale à la masse molaire de cet isotope multiplié par son pourcentage, plus la masse molaire de cet isotope multiplié par ce pourcentage. Ça sera, donc celui-là, je vais appeler A1. Et celui-là, je vais l'appeler A2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A1 fois X sur 100, X%, plus A2 fois Y sur 100, qui est égal à 35,5. Maintenant, l'autre équation, donc on a X sur 100 plus Y sur 100 égale à 100 sur 100. Donc, on a X sur 100 plus Y sur 100 égale 100 sur 100, c'est-à-dire X plus Y égale 1. Donc, je vais remplacer ici, donc, je vais ramener cette équation de deux inconnus à une seule inconnue, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, on a, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je peux mettre Y en fonction de X, c'est-à-dire, j'aurai Y égale 100 moins X, égale à 100 moins X. Donc, je la remplace ici. Donc, j'aurai 35,5 égale à 1 fois X sur 100 plus A2. Au lieu d'écrire Y, je vais écrire tout ça. Fois 100 moins X sur 100. Je multiplie par 100, j'aurai 100 fois 35,5 égale. Donc, je peux mettre X en facteur. Donc, j'aurai combien ici? Moins. Donc, on aura X facteur de A1 moins A2 plus 100 A2. Donc, j'ai obtenu une équation à une inconnue qui est X. Donc, X, ça sera quoi? Donc, 100 fois 35,5 moins 100 fois A2. Donc, j'aurai X égale. Donc, A1 moins A2 ici. Donc, A1 moins A2. Et ici, j'ai 100 fois 35,5 moins 100 fois A2. C'est-à-dire, j'aurai 100 facteurs de 35,5 moins A2. 100 facteur de 35,5 moins A2. Donc, on va passer à l'application numérique. Donc, on aura 100 fois 35,5 moins 37 sur 35,5 moins 37. Donc, tout cas, je fais combien on va trouver? On va trouver à peu près donc 75%. Voilà, je vais faire donc 35,5 moins 37. Non, il y a une erreur là. Il y a A1 moins A2. Non, alors, A1 c'est 35. Sinon, on va trouver 100. Donc, on va faire le calcul. Donc, 35,5 moins 37 fois 100 moins 35 moins 37. On va tout calculer. Moins 37. Donc, on va trouver 75%. Donc, ça sera égal à 75%.
Par conséquent, Y égale 100 moins 75 égale 25%. Donc, on va passer à la partie physique. Donc, sur un fer à repasser sont inscrites les valeurs suivantes, 220 volts et 1800 watts. Que représentent ces valeurs? Donc, les valeurs, on a égale 220 volts et la puissance P, 1800. Donc, premièrement, ces valeurs représentent, ce sont les valeurs nominales de la tension et de la puissance. Les valeurs nominales. Petit b, quelle est leur signification? Donc, que signifient ces valeurs? Donc, ça, c'était premièrement petit a. Petit b. Donc, que signifient ces valeurs? Donc, pour que le fer à repasser consomme 1800 watts, il doit être soumis à une tension égale à 220 volts. Donc, pour que ce fer à repasser consomme 1800 watts, il doit être soumis à une tension U égale 220 volts. Et ce sont les conditions optimales de son fonctionnement normal. Donc, quel transfert d'énergie le fer à repasser effectue-t-il? Petit c. Donc, il effectue le transfert d'énergie de la forme électrique à la forme thermique. De la forme électrique à la forme thermique. Donc, de quel type de dipôle s'agit-il alors? Donc, c'est un dipôle passif. Petit d. Alors, c'est-à-dire qu'en conclusion à de la question précédente, donc il s'agit alors d'un dipôle récepteur passif. C'est tout. C'est un dipôle récepteur passif.
Donc, ce fer à repasser fonctionne pendant 15 minutes dans les conditions indiquées par le constructeur. Déterminer l'énergie dégagée pendant cette durée. Donc, puisque c'est un dipôle récepteur passif, il va transformer toute l'énergie électrique reçue en énergie donc, thermique par effet Joule. Donc, ce sera le grand et le petit B, donc c'est l'effet Joule. Donc, maintenant, on va donc calculer cette énergie. Deuxièmement, petit a. Donc, on a E égale P fois delta T. Donc, il est égal 1800 watts fois. Donc, on a le choix ici. Donc, par exemple, on veut le calculer en jours. Donc, fois 15 fois 60 égale. Donc, égale 162 10 à la puissance 4 joules. Joule, le J majuscule. Ou bien, on aurait pu le déterminer en wattheure parce que ça va nous servir dans les questions précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 1800, c'est 1,8 kW. Fois, en 15 minutes, c'est un quart d'heure. Fois 1 fois 0,25 heures. Égal. Donc, on peut directement trouver le résultat. Donc, 1,8 fois 0,25. Ça sera 0,45 kWh. Donc, le plus astucieux, c'était de déterminer l'énergie avec cette énergie, parce qu'on en aura besoin dans la suite. Déterminer, c'est bon. Donc, B, comment l'appelle-t-on? Donc, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. On peut écrire tout simplement, c'est l'effet Joule. Donc, petit b. Donc, énergie dissipée par effet Joule. Donc, déterminer l'intensité I du courant. Bon, c'est très facile. Donc, petit c. Donc, on a P égale U fois I, signifie que I égale P sur U. C'est tout. Donc, ça sera 1800 sur 220 égale 8,18 ampères. On peut accepter aussi, donc 8,2 ampères. Donc maintenant, troisièmement, donc on vous demande le coût de kilowattheure. Donc combien ça va coûter lorsque ce fer à repasser va fonctionner 30 jours, à raison de 30 minutes par jour. C'est-à-dire il va consommer une énergie le double de celle-là. Donc cette énergie, on va la multiplier par 2 pour la consommation journalière, puis on multiplie par 30 jours, puis on multiplie par 0,3 dinars. Donc, question 3. Donc, le coût égal. Donc, le E qu'on a calculé précédemment, fois 2, fois 30, fois 0,3. Donc, c'est pour cela que je l'ai calculé en kilowattheure. Donc, pour la trouver, près cette valeur-là. Voilà. Donc, ça sera 0,45 kWh. Donc, ça sera
0,45. Ça, c'était la consommation durant 15 minutes. Or, lui, il fonctionne pendant 30 minutes. Donc, je multiplie donc, fois 2. Fois le nombre de jours, 30 jours, fois le prix du kilowattheure, 0,3 dinars. Donc, et on trouve le coût mensuel. Donc, ça sera 0,45 fois 2 fois 30 fois 0,3. Donc, on trouve 8,1 dinars. 8,1 dinars. Et voici tout l'exercice. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on vous donne une partie de circuit, donc, qui est composée d'un générateur. Il y en a 2 portions ici et ici. Maintenant, quels sont les points qu'on vous a indiqués sur le schéma? Donc, on a UPN égale 24 volts, A, B, C, D. Donc, on a ici le courant I. Ici, les 2 points, les 2 bornes du générateur. Et on a cette tension égale à 24 volts. Et on a ici le point A, le point B, le point C et le point D. Et on dispose de 3 dipôles résistors tels que R1 égale R2 égale à R3 égale R qui est égal à 10 ohms. Donc, on vous demande donc, comment je peux insérer ces 3 dipôles résistors entre A et B et C et D pour que, qu'est-ce qu'on vous indique, la condition? Donc, il veut que I égale à 1,6 ampères et UAB égale à 8 volts. Donc, il vous demande donc I égale 1,6 ampères et UAB égale 8 volts. Donc, comment on va faire? Donc, ce dipôle résistor, je vais l'appeler grand R1. Ici, donc, je vais l'appeler grand R1. Je ne sais pas comment l'association fait ça. Et ici, grand R2. Donc, et il veut que UAB égale à 8 volts. Donc, il veut que cette tension soit égale à 8 volts. C'est-à-dire celle-là, donc sera combien? D'après la loi des mailles. Donc, on a UPN égale UAB plus UCD. Donc, c'est-à-dire UCD égale UPN moins UAB. Donc, elle sera égale à combien? Donc, UPN, c'est 24 moins 8 égale 16 volts. Or, d'après la loi d'Ohm, donc c'est 16 volts égale à quoi? Égale à R2 fois I. Donc, c'est 16 volts là. Et ça sera 16 volts. Donc, on a la loi d'Ohm au bord du dipôle R2. Donc, loi d'Ohm aux bornes de R2. On a UCD égale R2 fois I. C'est-à-dire R2 égale UCD sur I. C'est-à-dire, ça sera 16 sur 1,6, ça sera 10 ohms. C'est-à-dire, entre C et D, je vais insérer un seul dépôt résistor de résistance petit r1. Je refais maintenant le schéma. Voilà. Donc ici, je ne sais pas comment je vais insérer, a priori, mais ici, donc ça sera petit r. Un seul dépôt résistor petit r. Donc ici, les 2 points C et D. Donc maintenant, entre A et B, j'ai R1. Donc la loi d'Ohm aux bornes de A et B, aux bornes de dipôle R1. Donc ça me donne la loi d'Ohm aux bornes de R1, grand R1. Donc j'aurai quoi? UAB égale grand R1 fois I. C'est-à-dire R1
égale UAB sur I, c'est-à-dire égal à 8 sur 1,6, égale à 5 ohms. Or, 5 ohms, ce n'est pas ni R1, ce ne sera pas une association en série. C'est une association en parallèle. Donc, pourquoi? Parce que si je fais donc, une association en parallèle comme ça, ici petit r, ici petit r. Donc, le dipôle équivalent, donc cela, comme je l'ai appelé grand R1, donc ça sera égal à combien R1? Égal R fois R sur R plus R. Donc, c'est-à-dire R au carré sur 2R. Je peux simplifier par le carré et le R. Ça sera R sur 2, c'est-à-dire 10 sur 2 égale à 5 ohms. D'où l'association doit être en parallèle. Donc, je reviens au schéma maintenant. Ici, je dois mettre, voilà. Et voilà. Ici R, et ici R, et ici, donc j'ai l'intensité I. Donc, cette tension, elle est égale à 8 volts. Celle-là, 16 volts. Et celle-là, 24 volts. Et voilà la réponse. Donc, c'est la fin du devoir. Merci.